stand-là. Et je vous remercie tous d'avoir répondu présent à cette invitation. Et vraiment, je suis vraiment très content pour votre présence ici cet après-midi. Je vais vous présenter Madame Guimbi qui a un discours à vous présenter. Madame Guimbi. Messieurs, mesdames, chers compatriotes, je suis Marie-Jeanne Djimbi, née Munyungu. Mon intervention va certainement surprendre beaucoup de compatriotes, car je ne me suis jamais intéressée à la politique. La question fondamentale est donc de savoir qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce pour chercher une place au soleil, comme c'est le cas pour certains? Ou est-ce par conviction réelle? La réponse est simple. Je suis plus que jamais animée d'un désir de changement réel, car rien, je répète rien, ne va pas au Gabon, notre pays. Nous, Gabonais, sommes à danger. Si nous ne faisons pas attention, le peuple gabonais pourrait disparaître. L'heure est grave. Aussi, entre la pauvreté et la mendicité, entre la prostitution intellectuelle et la prostitution corporelle, entre le défaitisme caractérisé chez nous au Gabon par on va encore faire comment, et le laxisme, et entre la délation et la vérité, je préfère la vérité, car trop c'est trop, ça a assez duré comme ça. En effet, depuis près de 50 ans, la condition du peuple gabonais n'a pas cessé de se détériorer. Les Gabonais mangent dans les poubelles. La prostitution est devenue un mode de vie. Nous avons perdu le sens de réalité. La morale a disparu de nos mœurs. Les crimes rituels entre les Gabonais. En un mot, nous, Gabonais, avons perdu le sens de notre existence. Nous sommes dépouillés de tout. Comme beaucoup de Gabonais, je suis également une victime. J'ai perdu mon frère dans des conditions tragiques. J'aurais souhaité le voir vieillir aux côtés de sa famille, mais hélas, il est mort trop jeune. Victime de la cupidité et du désir exacerbé de pouvoir de certains. Depuis ce jour, je ne suis plus la même. Mon âme et ma chair sont meurtries. Le vide qu'il a laissé ne pourra jamais être comblé. D'autres Gabonais, comme moi, ont certainement perdu un être cher dans les circonstances mystérieuses. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement ne prend pas les mesures qui s'imposent pour que les Gabonais puissent vivre en paix et en sécurité? Est-il si difficile d'assurer la sécurité d'1,5 million Gabonais? Et ma question aussi est de savoir à qui profitent ces crimes en réalité. Le climat de violence, de crimes et de l'insécurité au Gabon nous montre que les gouvernants ne sont pas à la hauteur de la tâche. Dans ce cas, il ne leur reste plus qu'à démissionner pur et simplement, et qu'ils laissent la tâche à un homme nouveau, capable de nous conduire dans une nouvelle ère. Un homme nouveau capable de nous conduire dans le Gabon nouveau, un homme nouveau capable de nous rétablir dans nos droits et de faire de notre pays, le Gabon, un exemple en Afrique et dans le monde. En plus du climat de violence, les Gabonais vivent dans une précarité indescriptible. Des Akébé à Timichos, en passant par Kingélé et la Sorbonne. Pour ne citer que cela, dans ces quartiers, les Gabonais et les rats se côtoient depuis des décennies.
Les moustiques même trouvent mieux leur compte, pendant que les Gabonais se contentent de poubelles. Et lorsqu'il pleut, les victimes des inondations se comptent par milliers. Combien de promesses ont été faites aux Gabonais depuis près de 50 ans? Messieurs, mesdames, la condition de l'homme gabonais est un spectacle dégradant. Il s'agit là d'un traitement inhumain face auquel les gouvernants doivent répondre. Et je me réjouis que les langues se délient. Jeunes et vieux en parlent. Mais ce n'est pas assez. Nous devons aller plus loin. Si nous voulons réellement le changement, si nous voulons vraiment le développement, si nous voulons véritablement jouir de nos richesses, si nous voulons absolument trouver un travail sans conditions diaboliques, si nous voulons ménager, si nous voulons manger à notre faim, si nous voulons véritablement un Gabon nouveau, nous devons absolument nous organiser et nous devons absolument nous ranger derrière un homme nouveau, car on ne peut pas faire un habit neuf avec des vieux morceaux de tissu. Vous savez, je suis décoratrice et je fais également de la couture. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Ça se déchire à chaque fois et la déchirure est irréparable. Messieurs, mesdames, je voudrais terminer mon propos en disant tout simplement « Éveille-toi Gabon », car une aurore véritable enfin se lève. Il est temps de prendre fin à la délation et à la manipulation. L'heure d'un Gabon nouveau a sonné. Chers compatriotes, ensemble lèvons-nous et soutenons l'homme nouveau, espoir d'un Gabon nouveau, espoir du peuple gabonais. Dieu bénisse et protège le peuple gabonais et que Dieu bénisse et protège le Gabon. Je vous remercie. Oui, vraiment merci Madame Djibi pour votre intervention. Et vu qu'on a passé du temps là, donc je vais laisser la parole à Madame Gisèle Nzoré. Donc si vous voulez bien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de voir tout le monde ce soir. De voir tous les Gabonais ensemble encore. Je suis encore ravie d'être ici, invitée par Monsieur Marcel Djibouti. Une fois de plus encore, je voudrais rappeler à tous les Gabonais que je suis dans le mouvement de l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord qui a fait un déplacement pour chercher l'acte de naissance accompagné du mouvement des femmes en France. Je vous remercie encore d'être ici aujourd'hui. Chers compatriotes, je suis Gisèle Nzoré. Je suis gabonaise et fière de l'être. Je suis également fière d'être avec vous aujourd'hui. Ma joie est grande d'avoir fait connaissance de M. Marcel Djibouti Boulas. Et je ne le regrette pas. Bien au contraire. D'ailleurs, je lui ai fait part du fait que je suis également surprise. Pour la première fois, je rencontre un Gabonais qui a le désir véritable et pur de rassembler les Gabonais, comme il le fait. Il faut dire, certains d'entre nous sont animés de désirs égocentriques,
égoïstes. Ils ne pensent qu'à leur ventre et à leurs proches, au mépris de leurs enfants et de leur famille, et au mépris des Gabonais. Le sens des valeurs, la morale et l'ethnique ont disparu. Nos mœurs se meurent. Le moment est venu de nous ressaisir. C'est un problème que nous devons combattre. Et ce n'est pas tout. En effet, le moment que nous traversons sont les plus sombres de notre histoire. Nous vivons dans la peur. Et pourtant, il fut un temps où dans le pays, on pouvait se promener en toute liberté. Mais cela n'est plus possible aujourd'hui. Les crimes organisés arrachent la vie des Gabonais. Et beaucoup de nos enfants sont victimes. Sous le regard complice du gouvernement, nos enfants n'apprennent plus les hôpitaux des mouroirs. Trop, c'est trop. Nous, peuple gabonais, aspirons au changement. Nous, peuple, voulons vivre. Si le gouvernement ne comprend pas cela, si le gouvernement estime que le peuple gabonais demande trop, dans ce cas, que le gouvernement démissionne. Que le gouvernement démissionne. Et que le gouvernement démissionne. Car nous, peuple gabonais, voulons un bon Gabon nouveau. Nous voulons un homme nouveau et un Gabon nouveau. Nous voulons un Gabon nouveau. Nous voulons un homme nouveau pour un Gabon nouveau. Tout doit changer. Et tout va changer. La jeunesse rend ceux de ma génération, je dis bien, la jeunesse rend ceux de ma génération également responsables de ce qui arrive. De ce qui arrive. Il est vrai que certains d'entre nous ont été des spectateurs et d'autres ont participé à la table des rois pendant que le peuple vivait dans la misère et continuait à vivre dans la misère. Et d'autres ont participé à la table des rois pendant que le peuple vivait dans la misère et continue à vivre dans la misère. Il faut que cela change. Il faut que cela change. Le Gabon nouveau signifie également un changement de mentalité. Nous devons changer nos comportements, autant pour moi. Aussi, je lance un appel à ceux de ma génération, d'abord au peuple gabonais tout entier, chers frères et sœurs, et vous, mes enfants, et vous, mes enfants, fini l'heure des excuses. Il est trop facile de dire qu'on ne sait pas, qu'on ne fait pas la politique. Mais une question de vie, une question de vie ou de mort. Nous sommes en danger. Levons-nous ensemble pour le changement. Levons-nous ensemble pour les Gabon nouveaux, avec un homme nouveau. Soyons prêts et demeurons à l'écoute pour le Gabon avec l'homme qu'il nous faut. Ma joie est immense. Encore aujourd'hui,
de vous dire que je participerai à tous les forums et à toutes les conférences. Surtout lorsqu'on parle de la femme gabonaise qui est abusée, qui est méprisée sous les yeux des gouvernements. Nos enfants qu'on tue, nos enfants qu'on égorge tous les jours, il n'y a pas de sentence pour ces gens-là. Je remercie encore ici le mouvement des femmes qui s'est créé parmi nous au Gabon. Les femmes qui se lèvent et qui disent que non, c'est trop, et qu'on doit se lever. Je pense qu'il est temps d'arrêter de tuer nos enfants. 9 mois de grossesse, ce n'est pas 9 jours. Vraiment, Monsieur Marcel, je vous remercie encore une fois de m'avoir invité sur ce podium pour défendre le malheur qui arrive aux femmes au Gabon, le malheur qui arrive aux hommes au Gabon, le malheur qui arrive à nos bébés au Gabon, qu'on égorge tous les jours. Je vous remercie pour cette invitation et je suis ici encore pour vous motiver, pour le courage que vous avez, pour parler devant ce peuple-là qui se meurt. Qu'elle est consacrée et notre fille bien-aimée Vivienne Babika va nous faire un petit discours concernant la jeunesse gabonaise, vu qu'elle est sacrée. Je m'appelle Vivienne Babika, je suis gabonaise. J'ai 17 ans, mais j'aurai 18 ans le 6 mars 2016. Ma présence devant vous suscite certainement des questions et un étonnement. Je suis ici en tant que gabonaise. Je veux lancer un cri du cœur, un appel à nos papas et à nos mamans, à nos aînés et à ceux de ma génération. Très cher papa et très chère maman, chers aînés, chers frères et sœurs, sache que l'avenir de notre pays est entre les mains de chacun d'entre nous, mais premièrement entre vos mains, car nous suivons votre exemple. Vous êtes notre inspiration, vous êtes nos modèles, vous êtes celles qui donnent un sens à notre existence. Vous êtes notre bannière, notre protection. Mais si le sel perd sa saveur, quel sens aura notre vie? Quel sens aura notre vie? Si nous perdons cette bannière, cette protection, qu'allons-nous devenir? Nous serons tout simplement une espèce en voie de disparition. Et le Gabon disparaîtrait avec nous. Je dis donc oui pour le Gabon nouveau, mais avec un homme nouveau. Et l'espoir a enfin un nom et un visage. Il est beau, son cœur est pur, et par-dessus tout, il est intelligent et il est déterminé. Il est notre David. Il est notre pays, le Gabon. Il est l'homme nouveau pour un Gabon nouveau. Nous allons vous présenter Monsieur Marcel Mbodzi. Do I have to speak English or French? Because I know you speak English, right? Okay, and what is your name? Janelle? It is a beautiful name. Who's that for? For me?
They are such a sweet. C'est vraiment une joie d'être ici avec vous ce soir. Je ne puis vraiment suffisamment exprimer cette joie. Il y a quelquefois des moments, mais c'est simplement que de regarder vos visages me rassure énormément. Messieurs, mesdames, chers compatriotes, tout d'abord, je rends grâce à Dieu, le Dieu vivant, pour l'opportunité qu'il m'est donnée d'être avec vous ce soir, en ce jour de samedi, le 27 juin de l'an 2015, ici à Houston, dans le Texas. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, comme j'ai déjà été introduit, je suis Marcel Léonce Kibouti-Boulas. Et bien entendu, la question qui revient souvent est celle de savoir si je suis gabonais. Et j'en ris, vous savez pourquoi? Parce que souvent la réponse que je donne est que je suis gabonais à 300%. Ce bien entendu à cause du mélange qui coule dans mes veines et dont j'en suis vraiment fier. Je suis en fait, si vous voulez, l'expression même de la diversité culturelle au Gabon. Je tiens également à souligner que je suis extrêmement honoré de me tenir devant vous, comme je le disais tout à l'heure, ce soir. Et votre présence en ce lieu démontre combien de fois vous attachez de l'importance au changement dans notre pays. Votre présence est la preuve de cette détermination au changement, et ce changement brûle véritablement dans vos cœurs. Et il vous infuse de l'énergie nécessaire qui vous a emmené ici et qui vous emmène au point de poser des actes qui vont nous mener effectivement vers le changement. Et je suis fier de faire partie également de cette action. Messieurs, mesdames, chers compatriotes, ce qui nous réunit en ce lieu aujourd'hui, c'est bien entendu la situation dans notre pays, au Gabon. Notre quotidien en tant que Gabonais, vous comprenez que je n'ai nullement la prétention ici de trouver des réponses à chaque mal qui mine le quotidien des Gabonais. Il y en a tellement qu'il sera difficile d'en faire le tour. Cependant, comme dans toute démarche logique, bien entendu, il est important de faire une analyse chiffrée, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes, comme on dit, fait part. Il suffit d'interroger les faits et ils vous diront ce qu'il en est réellement. Donc, il est important de faire une analyse chiffrée de certains domaines majeurs tels que l'éducation, la formation, l'emploi, mais aussi la dette, afin de montrer le fossé qui existe entre les promesses du gouvernement et ses réalisations, de montrer l'apathie du gouvernement au pouvoir. Cela permettra certainement à ceux qui soutiennent l'insoutenable de voir enfin la réalité en face. Ensuite, je vais ajouter un regard sur les perspectives à venir, à savoir ce qu'il y a lieu de faire pour prendre en main notre destinée et améliorer notre condition. L'éducation. Parlons-en un peu. Le système éducatif au Gabon est plus que à l'arbre. Il est catastrophique. Et vous verrez tout à l'heure pourquoi. Parce que bon, c'est vrai que les faits, nous les voyons, mais lorsqu'on regarde le chiffre, je vous assure que ça vous donne des larmes aussi. Ce sont des chiffres qui échappent à beaucoup de Gabonais. Nous voyons la réalité, mais nous ne connaissons pas les chiffres, c'est vrai. Nous les connaissons, mais en partie. Les échecs scolaires me laissent sans voix. Il est vrai que les multiples grèves observées nous donnent une idée de la situation, mais un examen plus attentif des chiffres nous donne une plus grande visibilité du danger auquel nous sommes véritablement confrontés. Et ça me fait vraiment plaisir d'entendre la voix de la jeunesse aujourd'hui. You did a good job, Vivienne.
I know you speak English. It was hard for you, but you did a really good job. I'm proud of you, okay? Good. Là, en effet, selon la Banque mondiale, le taux de redoublement dans l'enseignement primaire, écoutez bien, est de 37%. Mais est-ce que vous savez que ce taux de redoublement est le plus élevé au monde? Le Gabon a le taux de redoublement le plus élevé au monde. Est-ce que vous imaginez ce que ça signifie? Un aussi beau pays, un aussi riche, l'un des pays les plus riches au monde. Et bien entendu, il est 2 fois plus élevé que la moyenne africaine, qui est de 15%. Et saviez-vous également que plus de 95%, je dis bien 95%, redoublent entre la classe cours préparatoire et l'admission avec le certificat d'études primaires élémentaires. Plus de 95% redoublent du CP au CM2. C'est catastrophique. Et s'agissant du premier et du second cycle, les taux de redoublement sont autour de 25%. Comment expliquer que le taux de redoublement au Gabon est le plus élevé au monde et en Afrique? 2 causes principales, bien entendu. C'est tellement clair. Premièrement, c'est quoi? Les effectifs pléthoriques. Les salles de classe sont remplies à craquer. Les élèves sont même souvent assis à même le sol. Et deuxièmement, et avec ça bien entendu le manque de structure. Et donc deuxièmement, est l'absence de matériel didactique. Parce que quand bien même les élèves ont la volonté d'aller en classe, ils n'ont pas le matériel didactique approprié pour apprendre dans de bonnes conditions. Des conditions optimales qui leur permettent effectivement de réussir et d'être d'un apport bénéfique à la société gabonaise, donc au développement du pays. À cet effet, il est déplorable de constater que chaque enseignant gère une salle de classe de 50 élèves en moyenne. Ça, c'est une moyenne. Et vous savez comment est-ce qu'on calcule la moyenne? Bien entendu, et la réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a des enseignants qui se retrouvent avec plus de 100 élèves dans une salle de classe, comme je le disais tantôt. En tant que citoyens gabonais, la question que nous sommes en droit de nous poser est celle de savoir quelle importance le gouvernement accorde véritablement à l'éducation au Gabon devant de tels chiffres. Et c'est vrai que le ridicule ne tue plus au Gabon. En tant que citoyens gabonais, donc c'est cette question que nous devons nous poser. Et sachant que l'éducation est la pierre angulaire du développement de tout pays, parce que les ressources humaines, on va les puiser où? C'est dans ceux qui sont formés. Si on veut parler de compétitivité sur le plan, avec le plan extérieur, que ce soit sur le plan sous-régional, que ce soit sur le plan régional, que ce soit sur le plan mondial, ben, il faut que les gens soient formés dans de bonnes conditions et qu'ils reçoivent la formation adéquate également, parce que ce n'est pas tout que de dire que oui, on forme des gens. Et on en parlera tout à l'heure. Et donc, quelle importance le gouvernement accorde véritablement au développement et à la jeunesse gabonaise? Et quel budget est véritablement accordé à l'éducation au Gabon? Dans un premier temps, au niveau de l'enseignement du premier degré, un examen minutieux de la loi des finances 2013 révèle ceci. 9 milliards 860 millions de francs CFA, je dis bien, ont été alloués aux primaires et aux pré-primaires. Ce montant était reparti suivant 6 lignes budgétaires. Suivez-moi. En effet, en 2013, il était prévu la construction de 80 nouvelles salles de classe pour le pré-primaire et le montant qui avait été alloué était de l'ordre de 2,5 milliards de francs CFA. Il était également prévu la construction de 250 nouvelles salles de classe pour le primaire cette fois-ci et le montant qui avait été alloué était de l'ordre de 3,125 milliards de francs CFA. Il était également prévu la rénovation de 50 écoles pré-primaires et le montant qui avait été alloué en titre de dotation
était de l'ordre de 1,562 milliard de francs CFA pour la rénovation de ces 50 classes des écoles pré-primaires. Il était également prévu la rénovation de 150 écoles primaires cette fois-ci, et le montant qui avait été prévu était de l'ordre de 1,875 milliard de francs CFA. L'équipement d'école était également à l'ordre du jour, à savoir achat de mobilier et ameublement. Et le montant qui était alloué était de l'ordre de 300 millions de francs CFA. Les études et la planification en vue de la mise en place de la carte scolaire étaient prévues et le montant alloué était de l'ordre de 500 millions de francs CFA. Ainsi, parce que bien entendu, quelqu'un doit être le maître d'œuvre dans tout ça. Quelqu'un doit gérer, comme on dit, le yang, le bouillon. Ainsi donc, l'Agence nationale des grands travaux, plus connue sous l'abréviation de ANGT, avait bénéficié d'une enveloppe de plus de 5,6 milliards de francs CFA affectée à la construction de 330 nouvelles salles de classe et 3,4 milliards de francs CFA pour la rénovation de 200 salles de classe, soit un total dans leur enveloppe de 9,60 milliards à l'ANGT. Alors, la question est la suivante. Où sont passées les 330 salles de classe? Qu'est-ce que l'ANGT a fait des 9,60 milliards qu'ils ont reçus pour la construction de nouvelles salles de classe et la rénovation de celles qui existaient déjà? Il est important de souligner que l'ANGT est directement rattachée à la présidence de la République. Aussi, le contrôle de sa gestion échappe totalement au Parlement. Par conséquent, seuls l'ANGT et la présidence de la République peuvent éclairer le peuple gabonais sur la destination des fonds qui avaient été affectés à la construction et réflexion de ces salles de classe. Parce que si le Parlement ne peut pas interroger directement l'ANGT, dans la mesure où ils sont directement rattachés à la présidence, ça veut dire que c'est entre les deux. L'un doit pouvoir rendre compte. Et la présidence de la République doit pouvoir répondre des actes de l'ANGT, puisque l'ANGT est sous le contrôle de la présidence de la République. Qu'en est-il de l'enseignement du second degré? Eh bien, plus de 20 milliards de francs CFA avaient été inscrits dans la loi des finances 2013 en vue de la construction et l'équipement de 60 salles de classe, la construction de 10 internats, la rénovation de 5 internats. Et suivez-moi encore, le lycée scientifique de Kulamutu, à lui tout seul, avait bénéficié de 4 milliards de francs CFA. Le saviez-vous? Allez-y interroger la loi des finances 2013. Et le CS de Coco Beach avait été doté, écoutez-moi bien, de 1,145 milliard de francs CFA pour extension et équipement, soi-disant. Eh bien, une fois encore, pour le suivi et l'exécution de ces travaux, l'Agence nationale des grands travaux, ANGT, avait bénéficié de 14 milliards de francs CFA. Où sont passés les 60 salles de classe? Et où sont passés les 14 milliards de francs CFA qui avaient été affectés à l'ANGT? Mes chers compatriotes, quel avenir pour le Gabon? Quel avenir pour le peuple gabonais? Quel avenir pour la jeunesse gabonaise? Comment espérer obtenir une formation optimale dans de telles conditions? Et lorsque certains compatriotes parviennent tant bien que mal à se former, de leur propre poche, bien entendu, ils sont confrontés aux réalités douloureuses du monde du travail. La réalité au Gabon, c'est que pour trouver un travail, il faut baisser le pantalon ou la jupe. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a mes enfants qui sont ici. Entre autres, il semble qu'il y ait une inadéquation entre la formation et l'emploi. C'est encore un grave problème au Gabon.
Et vous allez voir encore pourquoi. Toujours selon un rapport de la Banque mondiale, les profils des diplômés ne cadrent pas souvent avec les offres sur le marché de l'emploi. C'est la réalité. À cet égard, il est déplorable de constater que les offres dans les domaines scientifiques, professionnels et techniques sont les plus prisées. Au regard de ces faits, quelle est donc la réalité de la formation au Gabon? Combien d'étudiants sont formés dans les domaines scientifiques, professionnels et techniques? Une fois de plus, selon la Banque mondiale, sur la base de données statistiques recueillies auprès du ministère de l'Éducation nationale, les étudiants gabonais sont formés dans les filières suivantes. Savez-vous que 41% des étudiants sont formés dans le droit? Non, 41% sont formés dans les lettres et les sciences humaines, 22% sont formés dans le droit et les sciences économiques, 11% dans les écoles normales et 7% dans les sciences de gestion. Soit donc un total de 81% d'étudiants repartis entre les lettres, les sciences de la gestion et le droit. 81% d'étudiants au Gabon sortent de ces domaines. Vous trouvez que c'est normal? Ça veut dire que seulement 19% sont restés réservés aux autres et repartis dans cet ordre. 9% sont formés en médecine, 9% seulement. 8% dans les sciences et techniques et seulement 2% en agronomie et dans les eaux et forêts. Soit un total, comme je disais, de 19% seulement dans les sciences et techniques. Vous trouvez que c'est normal? Qu'est-ce qui fait le développement des pays? Tout le monde participe au développement. Mais aujourd'hui, on parle de science et de technologie. On parle du numérique. Mais qui vont faire ces choses? Ce sont ceux-là qui ont des connaissances dans ces domaines conséquents qui sont des sciences et de la technologie. Mais si on ne les forme pas, comment pouvons-nous alors arriver au développement? En outre, même dans ces formations, la formation est toujours trop théorique. Trop de théorie. Comme je discutais tantôt avec un professionnel de la formation, on ne prend pas la peine de recadrer les choses de manière à ce que l'on puisse passer de la théorie à la pratique. Voir la relation entre ce que l'on apprend à l'école et son application pratique. Ainsi, en plus d'une carence des structures de formation et du problème de la gestion mystérieuse et catastrophique des fonds publics, le gouvernement est également caractérisé par une gestion hasardeuse et calamiteuse de la formation des étudiants et du personnel. Oui, ça c'est une gestion calamiteuse et hasardeuse. Parce qu'on ne peut pas parler de planification du développement si, effectivement, le personnel futur qui doit être formé n'est pas suffisamment planifié. Et on ne tient pas compte des réalités, en fait, du monde dans lequel nous vivons. Et donc une gestion hasardeuse et calamiteuse de la formation des étudiants et du personnel enseignant. Et pourtant, ce sont bien ces personnels et ces étudiants qui sont le cœur même du développement de notre pays. Les Gabonais sont privés d'accès à une éducation de qualité. Les Gabonais sont privés de l'accès aux soins de santé de qualité. Et les Gabonais sont également privés de la redistribution équitable de nos richesses. Ces hommes et ces femmes qui peuvent nous permettre de mettre en place les fondements nécessaires à la compétitivité sont mal traités. Ces hommes et ces femmes qui peuvent nous permettre d'assurer une relève de qualité et de construire la nation gabonaise sont considérés comme des ennemis par l'État gabonais. C'est la vérité. Dans un tel climat de crime et de violence, donc de forte instabilité sociale, comment envisager une économie stable? En parlant d'économie,
il est important de souligner que l'économie au Gabon est peu diversifiée. Eh bien, la réalité, c'est que le Gabon a une économie de rente. Ça veut dire en fait qu'une économie qui est uniquement basée sur nos ressources naturelles. Le Gabon, comme je disais, a une économie de rente. Cette situation dure depuis des décennies. Cela nuit extrêmement à l'économie et à la cohésion sociale. Pourquoi? Premièrement, les dirigeants usent de leur autorité pour exploiter, s'accaparer et gérer les biens publics comme bon leur semble. Ensuite, la fluctuation, donc le changement ou la variation des prix de nos matières premières, à savoir le pétrole, le bois, le manganèse, a un impact sur nos recettes, puisque c'est basé sur ça, uniquement. À titre d'exemple, le pétrole représente près de 50% de notre produit intérieur brut et plus de 80% de nos recettes d'exportation. Et ce vendredi 26 juin, vous savez à combien le baril était estimé? 63 $. Et pendant que le gouvernement mise sur une retour, parce qu'ils se disent, oui, bon, de toute façon, tout ira bien. Bon, mais pendant qu'eux, ils misent sur un retour à la normale, plusieurs experts déclarent qu'en cas de hausse du prix du baril, il serait à hauteur de 70 $, pas plus. Le baril ne pourra plus atteindre la barre des 100 $ des années 2011 à 2014. D'ailleurs, certains experts affirment que le baril du pétrole ne dépassera pas les 70 $ jusqu'en 2025. Combien de Gabonais ont perdu leurs emplois à cause des mesures prises par les compagnies pétrolières suite à la baisse du prix du baril de pétrole depuis bientôt un an? Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour stabiliser nos recettes d'exportation et garantir un emploi stable et un revenu stable aux Gabonais? Eh bien, la Banque mondiale reporte un taux de chômage au Gabon de près de 28%. Ouais. Et vous allez encore être surpris. Ce montant est 10 fois plus élevé même qu'au Cameroun voisin. Il y a 10 fois. Oui, c'est la réalité. C'est triste. Et il est 4 fois plus élevé que la moyenne dans les pays à revenus intermédiaires. Les jeunes, bien entendu, ne sont pas épargnés. À cet effet, 26% des jeunes âgés de 26 à 34 ans sont des chômeurs. Et 20% de ceux qui ont suivi une formation générale sont sans emploi. Face à des lendemains aussi incertains, quelle économie pour le Gabon et quel avenir pour les Gabonais avec ce gouvernement dont le système dirige le Gabon depuis près de 50 ans? L'instabilité de l'économie au Gabon et l'instabilité de nos revenus me conduisent vers le problème de la dette au Gabon. Cette dette se situait autour de 1400 milliards de francs CFA de 2009 à 2011. En 2012, la dette était de 1,484 milliard, 1484 milliards 800 millions. Voilà. Et en 2014, écoutez bien, la dette était estimée à 2769 milliards de francs CFA, ce qui veut dire le double en 2 ans. Comment vous expliquez cela? Gestion calamiteuse et hasardeuse. Ainsi, l'ardoise de la dette extérieure du Gabon a doublé de 2012 à 2014 en passant de 1485 milliards de francs CFA à près de 2800 milliards de francs CFA en 2 ans. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale. Avec en prime un avenir sacrifié, les Gabonais,
et la jeunesse en particulier vont devoir payer pour une dette dont ils n'ont pas bénéficié. Et avec quels moyens le feront-ils sans formation et sans emploi? Ils vont la payer comment? En plus de la nébuleuse autour de l'avenir des Gabonais, les ténèbres font partie du quotidien du peuple. En effet, les besoins en eau et en électricité au Gabon sont réels. Les Gabonais sont désespérément à l'affût de la dernière goutte d'eau. Il faut le dire. Et c'est la réalité. Le manque d'eau contraint la population à se lever à 3 heures du matin pour remplir bassines et cuvettes. Enfin, dites-moi que c'est faux. N'est-ce pas? Et beaucoup sont parfois obligés de parcourir des centaines de mètres, voire des kilomètres à pied pour recueillir l'eau des pompes publiques ou des puits de fortune. À croire que nous vivons encore à l'époque des cavernes. Nous sommes au XXIe siècle. Mais au Gabon, je n'ai pas l'impression que nous sommes au XXIe siècle. Et en plein Libreville, ce sont des choses que l'on voit. Quant à l'électricité, le désir de s'éclairer est tellement flagrant que les Gabonais ne se font pas prier à la moindre opportunité. Vous savez, une analyse de ces chiffres de la CIA m'a vraiment donné envie de pleurer. J'ai vraiment réalisé que les Gabonais sont à l'affût de l'électricité. Parce que quand j'ai regardé et analysé ces chiffres, oui, effectivement, c'est le cas. Et vous allez comprendre pourquoi. Un rapport fourni par la CIA montre une augmentation extrêmement importante de la consommation en électricité par habitant. Et cette consommation était de 548 kWh en 2004. Elle était de 986 kWh en 2007, avec un pic de 995 kWh en 2012. Donc il y a une augmentation. Suivez. Cette augmentation de la consommation s'explique par une augmentation de la fourniture en électricité au cours de ces mêmes années, avec 800 millions de kWh en 2004, 1,540 milliard de kWh en 2007 et 1,960 milliard de kWh en 2012. Donc chaque fois qu'il y a eu plus d'électricité, les gens en consommaient davantage. Parce que c'était disponible. Ça veut dire que les gens en ont besoin. C'est ça que ça veut dire. On a tous fait une analyse des chiffres. Je n'ai pas cassé le mic à l'école. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors, comment alors expliquer la fréquence des coupures intempestives? Eh bien, la réponse est simple. L'offre ne suit pas la demande. Les structures de la SEG sont vieillissantes. Elles sont vétustes. Dame SEG a vieilli. Regardez même ses tresses. N'est-ce pas? De plus, la production électrique au Gabon, écoutez bien, parce que je suis sûr que ce sont des choses que beaucoup de Gabonais certainement ignorent. La production d'électricité au Gabon n'est que de 500 mégawatts. Alors que nous pouvons produire, nous avons la capacité au Gabon de produire 6000 mégawatts. Tout simplement en aménageant des barrages hydroélectriques. Et nous ne produisions que 500. Vous voyez la différence? Et il est important ici de souligner que le lancement du complexe métallurgique, et là vraiment j'aimerais avoir toute votre attention également là-dessus. Je vais vous montrer combien de fois les gens se lancent dans des investissements hasardeux qui nous coûtent cher. Il est important donc de souligner que le lancement du complexe métallurgique de Mwanda vient compliquer l'équation à plusieurs niveaux. Premièrement, sur le plan énergétique, donc électrique. Il faut de l'électricité pour faire fonctionner. N'est-ce pas, non? Quelle quantité d'électricité nous produisons au Gabon? Comme souligné un peu avant, la production actuelle en électricité ne répond pas du tout aux besoins des populations. L'offre étant inférieure à la demande, le complexe métallurgique nécessitera, à lui tout seul, il nécessitera 80 mégawatts.
Mais où est-ce qu'ils vont aller puiser cette énergie? C'est dans ce qui existe déjà, n'est-ce pas? Bon, encore une fois, c'est mettre la charrue avant les bœufs, n'est-ce pas? Par ailleurs, le gouvernement a mal choisi le moment pour investir dans ce complexe de transformation. Le problème est à deux niveaux. Comme je l'ai souligné d'abord, premièrement, il s'agit d'un déficit en énergie. Il n'y a pas suffisamment d'électricité au Gabon. Et deuxièmement, la concurrence sur le marché mondial est rude. Il y a trop de manganèse. Ça, c'est la réalité. Vous allez interroger les chiffres, vous allez rechercher, on vous dira, il y a trop de manganèse sur le marché international. Et même le géant mondial en Afrique du Sud a dû fermer 3 de ses usines. Et lorsqu'il ferme, c'est au même moment où nous, on décide d'ouvrir. C'est quand même bizarre, hein? Ça veut dire que c'est un investissement à l'eau. Ce sont des centaines de milliards encore qui ont été jetés à l'eau. Voilà. Je ne voudrais pas terminer mon propos sans aborder la question de l'insécurité au Gabon. Il y a une semaine, et vous êtes certainement au courant de cela, 428 sans-papiers ont été rapatriés. Il s'agit d'un phénomène courant au Gabon. Notre frontière est une passoire. Cette situation, bien entendu, pose également le problème de la criminalité au Gabon. Aucun rapport véritable n'est entrepris, ou du moins aucun effort véritable n'est entrepris par le gouvernement pour que cela change. Devant donc autant d'incertitudes et de questions, que faut-il faire ou trouver des réponses? Eh bien, tout d'abord, face à des résultats aussi négatifs dans tous les domaines de la vie publique et sociale des Gabonais, qu'est-ce que ce gouvernement peut encore proposer aux Gabonais? Qu'est-ce qu'ils peuvent encore nous proposer? Dites-moi. Rien. Le gouvernement doit purement et simplement démissionner, au risque de se voir démissionner et sanctionné par le peuple gabonais. Bien, vous me dites que vous n'allez pas les sanctionner. Il vaut mieux quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Ce système vieux de 50 ans a besoin d'être remplacé. C'est le cycle de la vie. Naissance, vieillesse et retraite. Messieurs les gouvernants, le Gabon a besoin d'un homme nouveau. Le moment est donc venu de prendre sagement votre retraite et de laisser la place à l'homme nouveau pour la construction d'un véritable Gabon. Par ailleurs, certains ont déclaré que les Africains ne sont pas encore rentrés dans l'histoire. Vous avez entendu ça, non? Sarkozy. Ah, vraiment. Oui, le bout d'homme. Est-ce que c'est vrai? Vous êtes d'accord avec cette déclaration? Ah, c'est un malade. Eh ben moi, comme vous, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, même pas un peu. Mais je ne peux pas écrire cette histoire tout seul. Vous savez, non? N'est-ce pas? Comme je l'ai souligné au début de mon intervention, je n'ai pas la prétention de trouver des solutions à tout. Par conséquent, la réponse à la question de savoir quel avenir pour le peuple gabonais, cette réponse se trouve dans chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est une pièce importante dans l'ouvrage de notre destinée commune. Et il est temps que nous le réalisions. Ainsi, qu'à cela ne tienne et qu'il n'en déplaise à certains, peuple gabonais, sachez que nous sommes ici pour écrire l'histoire de notre pays. Retenez donc cette date du samedi 27 juin de l'an 2015, c'est-à-dire aujourd'hui, à Houston. Cet événement sera gravé dans la mémoire de tous les Gabonais et de tous les Africains.
et dans les annales de l'histoire, car le Gabon nouveau commence ici. Le Gabon nouveau commence aujourd'hui. Messieurs, mesdames, chers compatriotes, si nous voulons prendre en main notre destinée et améliorer notre quotidien, sachez que le passé, c'est l'histoire remplie de toutes ses douleurs et de toutes ses peines. Et ces douleurs ne s'effaceront certainement jamais. Sachez également que le présent, c'est le passé, avec son lot d'attentes et d'émotions. Et le futur, c'est maintenant. Le futur, c'est aujourd'hui. Un futur plein d'espérance, un futur radieux, un futur où le Gabon nouveau commence aujourd'hui. Et ce rayon de sourire que je vois sur vos visages me fait dire que vous êtes effectivement dans le Gabon nouveau. Que l'Éternel Dieu bénisse le peuple gabonais, que l'Éternel des armées garde et bénisse notre pays, le Gabon. Je vous remercie.